Chapitre 2. Le management participatif. Introduction. Le management participatif, inspiré des méthodes occidentales, cherche à fidéliser le personnel aux objectifs de l'entreprise. Il s'agit d'une alternative au management directif. Il vise une sorte d'optimisation de la collaboration entre la direction et le personnel. Communication, dialogue, délégation, réunion, etc. Alors on peut dire que le management participatif est la concrétisation des enseignements de Mayo, Lewin, McGregor. Certains chercheurs, comme Norbert Alter, considèrent le management participatif comme une invention à l'instar du moulin à eau. Sur le plan financier, le management participatif a connu un grand succès. La participation des salariés au profit, par exemple. Par contre, sur le plan managériel, le succès du management participatif était très limité. Les théories du management participatif étaient intéressantes, mais difficiles à être appliquées par les entreprises. Dans les années 2000, on va assister au dépassement du management participatif. Des généralités sur le management participatif. Les formes de participation au sein de l'entreprise. Jacques Rochot définit 6 formes de participation des salariés dans l'entreprise. La participation au profit, la participation à la propriété de l'entreprise, la participation à la prise de décision, la participation à l'amélioration des conditions de travail, la participation à l'épanouissement de l'entreprise et la participation à l'ordre civique de l'entreprise. Les principes de base du management participatif. Les auteurs et les chercheurs définissent 5 principes du management participatif. Mobilisation d'abord du personnel. Il s'agit de l'intégration du personnel dans la prise de décision. Fixation des objectifs par le responsable et engagement de l'ensemble pour les atteindre. Deuxième principe, délégation du pouvoir. Les responsables, c'est-à-dire directeur général ou directeur de département, peuvent déléguer une partie ou la totalité du pouvoir au personnel. Chaque employé peut prendre une décision à son niveau, sans intervention du niveau supérieur. Toutes les décisions prises dans un cadre participatif doivent aller dans le sens stratégique de l'entreprise, de la firme. Troisième principe, la gestion autonome des problèmes. Les employés doivent gérer eux-mêmes leurs problèmes à leur niveau sans faire appel à la direction. Quatrième principe, la mise en place de conditions optimales de travail. L'instauration d'un climat sain du travail au sein de l'entreprise, favorisation de la coopération et de la communication, développement du travail en groupe, stimulation des échanges, etc. Enfin, le dernier principe, qui est le 5e, est l'instauration de la régulation. L'efficacité du management participatif dépend du procédé de la régulation et de l'autocontrôle. Quels sont alors les modèles théoriques du management participatif? Alors, les fondements du management participatif sont la DPO et la DPPO. Peter Drucker reste le premier ayant mis en place la DPO en 1954, qui signifie segmentation des buts de l'entreprise en objectifs, c'est-à-dire division des buts recherchés par l'entreprise en objectifs. Autrement dit, fixer pour chaque unité de production des objectifs à atteindre. L'auteur le plus influent du management participatif est Octave Guillinier. C'est le fondateur de la DPPO. Les principes de la DPO. Donc la DPO a été mise en place par l'économiste autrichien Drucker en 1960. Ces principes peuvent être résumés comme suit. Un employé veut savoir ce que l'on attend de lui.
Un employé veut participer aux décisions affectant ses résultats. Sa performance est considérablement améliorée quand il peut influencer les résultats obtenus. Un employé veut un feedback sur la qualité de son travail. Sa performance est améliorée quand son supérieur manifeste l'intérêt pour ses résultats. Il souhaite de la reconnaissance pour la contribution qu'il apporte. L'employé en question reste le centre de la DPO. Selon Drucker, un employeur n'a pas à s'occuper de la personne d'un individu. Un emploi reste ou résulte d'un contrat spécifique comportant l'exigence d'une tâche spécifique et de rien d'autre. Tout employeur qui tente d'aller plus loin outrepasse ses droits. Il s'agit d'agissements immoraux aussi bien que d'intrusion illégale dans la vie privée d'autrui. C'est un abus de pouvoir. L'ouvrage le plus important de Drucker a été édité en 1954, intitulé The Practice of Management. Après la DPO, on va assister à l'apparition de la DPPO. La DPO reste peu pratiquée. Elle a été remplacée par la DPPO, dont le promoteur est Octave Guélinier. Les principes de la DPPO sont la fixation des objectifs par l'ensemble, direction et employés, selon le principe SMART, à développer en classe. Organisation de l'entreprise en direction ou département autonome. Chaque employé doit connaître sa mission au sein de la société. La négociation doit exister entre l'ensemble pour atteindre les objectifs. Tout le personnel est responsabilisé. Il existe un principe dit principe de confiance-risque. Donc, on va voir maintenant la théorie Z d'Uchi. Cette théorie met en évidence les éléments qui ont constitué les fondements du succès japonais. La réussite des entreprises japonaises est due à l'organisation sociale des apports ou des rapports humains. Donc, la réussite des entreprises japonaises est due à l'organisation sociale des rapports humains. Synthèse des caractéristiques des entreprises japonaises et nord-américaines les plus réussies. Donc, c'est le travail d'Uchi. Donc, il a essayé de travailler sur les caractéristiques des entreprises japonaises et nord-américaines, des États-Unis et du Canada, qui ont connu un taux de réussite le plus élevé. Conclusion. Le style américain, selon Uchi, est considéré comme du hard management. Le style japonais est considéré comme du soft management. Les auteurs Richard Tanner, Pascal et Anthony Athos ont travaillé sur le soft management japonais. Ils ont mis en place un modèle dit un modèle de 7S. Stratégie, structure, stratégie, structure, systems, skills, staff, shared values et style. Donc les 7 S. Les principes de la théorie Z d'Uchi peuvent être résumés comme suit. L'emploi du personnel à long terme ou à vie et l'existence d'une politique de gestion des carrières. Prise de décision par concertation et consensus. Travail en équipe. Existence des promotions lentes. Existence des mécanismes informels et tacites. Prise en considération du bien-être du personnel. Troisième théorie est l'approche cognitive de Carl Weick. Carl Weick, professeur américain de psychologie et des sciences de l'organisation à l'Université de Michigan. Selon Carl Weick, les dirigeants et les salariés de l'entreprise se construisent une réalité de leur environnement. Il a élaboré un modèle dit ERS, Enactment, Selection and Retention.
énactement, sélection, rétention. Conclusion sont l'élaboration du sens collectif, c'est-à-dire être acteur au sujet dans l'élaboration du sens collectif. Pour cela, il faut comprendre les choses. Deuxièmement, deuxième conclusion, il faut posséder un pouvoir sur les choses. Donc, comprendre les choses d'un côté et posséder un pouvoir sur ces choses d'un autre côté. D'autres managements peuvent être traités en classe, expliqués ou encore peuvent faire l'objet d'exposés. Le management stratégique, le management opérationnel, le management directif, le neuromanagement, le management éthique. Donc, cette partie, ce deuxième chapitre, peut être expliqué autrement en classe et profondément. Merci.